Je vais vous parler un peu plus de 30 minutes, 37 minutes, 38 minutes, ou peut-être un peu moins, de façon à ce qu'on ait le temps d'une petite discussion, de la doctrine médicale des tempéraments, dont on sait qu'elle, en histoire de la médecine, qu'elle est probablement une des doctrines qui a eu la plus grande longévité, en tout cas dans les systèmes médicaux occidentaux. Pas d'autres doctrines médicales, celles d'Asie extrême par exemple, qui elles ont, du point de vue de la longévité, sont supérieures, je dirais, ou marquent une continuité plus grande. Cette doctrine médicale des tempéraments est au fond, pour les histoires de la médecine, est quelque chose qui signe la très longue histoire et le rapport que nous avons tous aujourd'hui, en tout cas que nous croyons avoir, et il s'agit justement de réviser un petit peu cette croyance, avec Hippocrate et la médecine grecque. Dans toutes les histoires de la médecine que vous ouvrez aujourd'hui, tout commence par Hippocrate. Pourquoi et comment? C'est entre autres une des questions qui est sous-jacente à l'exposé et à ma recherche, notamment dans les textes médicaux antiques. Dans quelle mesure ces textes nous sont reliés ou pas? Vous savez qu'en histoire des sciences, la question de la rupture et de la continuité est un des grands topos, je dirais un des grands topoi. Et c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que ma réflexion sur la médecine, qui est la doctrine médicale des tempéraments, prend place. Or, tout commence, ou tout croit commencer, nous croyons tous que tout commence avec Hippocrate, effectivement. Et d'une certaine façon, on peut dire que ça commence effectivement avec Hippocrate, ou du moins avec un traité dont je vous ai ici mis un extrait, qui est sans doute un des extraits les plus fondamentaux de l'idée que nous faisons de l'histoire de la médecine. C'est un traité, c'est extrait d'un traité qui s'appelle La nature de l'homme, en tout cas dans sa traduction par Littré, Émile Littré, l'homme du dictionnaire de la langue française, mais aussi de l'édition complète des œuvres d'Hippocrate au XIXe siècle, qui continue aujourd'hui de constituer la référence en la matière. Alors Émile Littré publie, nous sommes en 1849, dans le tome 6, ce traité de la nature de l'homme, sur lequel se sont fondés tous les commentateurs pour parler de l'origine de la doctrine médicale des tempéraments. Et en particulier ce petit chapitre 4, en tout cas dans la division instaurée par Émile Littré. Je vous ai mis le texte grec pour ceux qui en auraient le loisir, mais on peut peut-être simplement regarder ce traité absolument intéressant par ailleurs dans la traduction aussi, dans la langue aussi d'Émile Littré, qui comme toujours appelle un commentaire. Alors, de la nature de l'homme, c'est bien un traité de philosophie de quoi est fait l'homme. Après tout, s'il y a un thème philosophique par excellence, là je parle devant des philosophes avertis, c'est bien qu'est-ce que l'homme, quelle est la nature de l'homme. De ce point de vue-là, ce traité, évidemment, est crucial. Alors, le chapitre 4, ici écrit en entier, « Le corps de l'homme a en lui sang, pituite, bile jaune et noire. C'est là ce qui en constitue la nature et ce qui crée la maladie et la santé. Il y a essentiellement santé quand ces principes sont dans un juste rapport de crase, de force et de quantité, et que le mélange y est parfait. Il y a maladie quand un de ces principes est soit en défaut, soit en excès, ou, s'isolant dans le corps, n'est pas combiné avec tout le reste. » Je laisse tomber la suite, ou disons, vous pouvez la lire un petit peu en subconscience, comme ça, je vais m'arrêter un tout petit peu sur cette première partie du chapitre 4. Donc, l'auteur hippocratique, vous savez qu'Hippocrate, c'est beaucoup d'auteurs, c'est pas un seul auteur. Ce traité date vraisemblablement du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, donc pour contextualiser un peu ce traité, qui décrit que l'homme, son corps, est fait de 4 éléments, sang, pituite, bile jaune et noire, et que ces
le bon mélange, hein. C'est ce qui constitue, ce qui lui donne sa santé, ce qui le constitue et qui donc, en tant qu'élément constitutif, provoque la santé lorsqu'il y a un juste rapport de crase, crasis, c'est le terme grec, ici, je ne sais plus exactement où ça se trouve, quelque part dans le texte en haut, et le mélange en est parfait, donc il faut qu'il y ait un mélange parfait, une mixture, une mixis parfaite pour créer un tempérament qui soit le tempérament de la santé. Et lorsqu'un de ces principes, sans pituite, bile jaune et noire, est en défaut ou en excès, ou au contraire n'est pas bien mélangé aux autres, voilà, le mélange n'est pas parfait puisqu'il est isolé dans une partie, il s'accumule dans une partie, il cesse de se subordonner, eh bien, à ce moment-là, il y a douleur, il y a maladie. Voilà donc, si vous voulez, poser la base d'une médecine qui, effectivement, durera et dont on verra quelques effets. J'ai un exemple assez tard dans l'histoire de la médecine, on va dire jusqu'à aujourd'hui, dans certaines parties du monde du moins. Voilà donc un texte fondamental et qui nous fait dire qu'effectivement, à partir d'Hippocrate, eh bien, la médecine, ici vous avez les principes de la médecine humorale, c'est cela dont on parle, lorsqu'on parle de doctrine des tempéraments, il faut se dire, c'est fondé sur la conception du corps comme contenant 4 humeurs, sans pituite, bile jaune, bile noire, et cette doctrine des humeurs est fondée sur le principe du tempérament, ou mélange, ou crase, comme emploie encore Littré dans son vocabulaire, la crase, le mélange, la crasis, qui veut dire bien mélange, et qu'à partir du Moyen-Âge, on a tenu ou tenté, plutôt, on a la plupart du temps traduit par tempérament, mais certains ont continué à le traduire par mélange. Donc il y a quelque chose qui, en français, est un peu ambigu. Le tempérament ou le mélange, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est resté, à partir du Moyen-Âge, essentiellement sous le terme de la doctrine des tempéraments. La doctrine des tempéraments est d'une certaine façon entièrement contenue là-dedans. Il faut des substances, il faut que leur mélange en soit parfait, à savoir qu'il n'y ait pas de ségrégation, de non-subordination de l'une par rapport à l'ensemble, et que cet équilibre-là est ce qui crée la santé. Et donc, muni de cette théorie, d'une certaine façon, le médecin aurait tout en main pour agir. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent évidemment dans la question de cette origine. D'où vient l'idée que nous faisons de ce texte comme un texte original? Elle vient d'un auteur qui écrit 6 ou 7 siècles plus tard. Donc cette origine-là est une origine rapportée. Un petit peu comme si on disait que l'invention aujourd'hui, l'invention de l'inconscient, je m'égare du côté de la psychanalyse, est attribuée à Freud. Freud le proclame et c'est une origine que ses successeurs lui ont attribuée. Or, si on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit que ce n'est pas Freud qui est à l'origine de l'inconscient, qu'il y a tout un contexte à passer qui est différent de celui d'une origine assignée par un auteur. C'est exactement la même chose, à quelques millénaires de distance, mais avec ce même problème. Nous croyons aujourd'hui, nous sommes convaincus que ici démarre la doctrine des tempéraments. En réalité, c'est quelque chose qui est rapporté 7 siècles plus tard par un auteur qui s'appelle Galien. Que voici Galien qui assigne à Hippocrate l'origine, à un Hippocrate qui est désormais mythique ou légendaire, un peu comme souvent la psychanalyse aujourd'hui attribue à Freud une sorte de position un peu légendaire, eh bien cet Hippocrate-là devient légendaire, devient l'origine de la médecine et en particulier de cette doctrine humorale que Galien instaure comme seul principe. Si on regarde en historien de la médecine, en historien de l'Antiquité tout court, ce qu'il en est, on s'aperçoit que la doctrine des tempéraments et des humeurs, pour commencer, est beaucoup plus complexe que cela. Je reviens à Hippocrate. Combien d'humeurs, par exemple? Eh bien, si vous regardez toute une série d'autres auteurs, qui en particulier, et à commencer par le corpus hippocratique lui-même, qui contient une soixantaine de traités, vous verrez toutes sortes de doctrines différentes. Au fond, il n'y a rien d'unitaire, c'est une doctrine parmi d'autres qui dit qu'il y a 4 humeurs. D'ailleurs, cette
je ne sais pas si vous remarquez ici que, je me fie à la traduction française, mais le grec l'atteste évidemment, le corps de l'homme a en lui sang, pituite, bile jaune et noire. Hein, en grec, rolen xanthen te kai melain. Donc, on pourrait se dire qu'il y a trois humeurs aussi. On pourrait très bien le lire comme il y a trois humeurs. Il y a le sang, la pituite et la bile, laquelle est jaune ou noire. C'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'il y a quatre humeurs. Donc, même dans le texte soi-disant à l'origine de cette doctrine humorale parfaite, eh bien, il y a ambiguïté. Cette ambiguïté, elle se retrouve historiquement attestée par le fait que vous avez, dans la littérature médicale, à commencer par le corpus hippocratique, mais aussi dans d'autres littératures, chez Thucydide, chez Platon, chez d'autres auteurs, vous avez attestation qu'il existe effectivement une conception du corps, parmi d'autres conceptions du corps d'ailleurs, qu'il le conçoit comme composé d'humeurs, de humoi, de sucs, de substances plus ou moins qui s'écoulent et qui sont susceptibles de se mélanger, mais dont le nombre n'est jamais fixé à 4. Vous avez aussi l'ambiguïté. Ici, elle est levée dans ce texte-là, mais une humeur est-elle justement, et beaucoup de textes médicaux antiques, et ce sera un problème qui suivra la doctrine médicale des tempéraments jusqu'à nos jours, est-ce que ces humeurs sont un produit normal de l'humain ou au contraire justement une sécrétion qui est anormale? Et l'exemple le plus frappant est peut-être avec la demi-humeur bile noire, bile jaune et noire, la bile noire. La bile noire, c'est la mélancolie. Et à la Renaissance, on parlera beaucoup de mélancolie, notamment dans les textes littéraires, en art, etc. On connaît cette très longue histoire et très complexe histoire. La mélancolie, c'est à la fois une humeur pour le médecin et, je dirais, l'homme du monde à la Renaissance, et avant et après aussi. Donc une humeur, quelque chose qui me constitue en tant qu'humain, en même temps que mon sang, mon flegme et ma bile. Je n'entre pas ici dans le détail de savoir si j'en ai vraiment aujourd'hui, mais enfin dans cette conception-là, cette construction théorique, c'est aussi un excès. J'ai de la bile noire signifie j'en ai trop. Donc en même temps qu'elle désigne quelque chose de normal, par le même mouvement linguistique, je dirais, elle désigne quelque chose d'anormal. Et elle désigne, troisième niveau de signification, j'ai de la mélancolie, je suis atteint d'une maladie. Donc la même humeur peut désigner à la fois quelque chose de normal, de quelque chose qui est en excès, une tendance à la maladie. Je suis mélancolique, j'ai un tempérament mélancolique, et là on dit, hein, ou alors je suis atteint de mélancolie, qui est une maladie déclarée, claire, attestée et éventuellement curable. Donc vous voyez que cette espèce d'ambiguïté, qui est une ambiguïté des origines de la théorie des tempéraments et de la théorie des humeurs, ne sera jamais vraiment levée, même si Galien, 4 siècles plus tard, comme on va le voir, en fera quelque chose désignera cela comme les humeurs, comme constituant uniquement normaux du corps. Donc ne pas se fier simplement à certains textes et penser que cette doctrine est unitaire. Cette doctrine porte en elle toute une série de contradictions, voire d'apories. Et je parlais donc de la difficulté de savoir si l'humeur est quelque chose de normal ou de pathologique. C'est à la fois l'un et l'autre, d'une certaine façon, en tout cas dans l'histoire. C'est une humeur, le nombre 4 ici est idéal, on va le voir tout de suite. Et lesquelles sont-elles? Dans d'autres textes du corpus hippocratique ou ailleurs, je vous ai dit que vous pouviez trouver à la place de la bile jaune, vous pouviez trouver de l'eau, ou le vent, ou d'autres substances matérielles ou plus ou moins immatérielles qui constituent aussi ces humeurs. Bref, on fait fond, si vous voulez, sur quelque chose qui est extrêmement mouvant et que dans l'histoire de la médecine, quelqu'un, 4, 6 ou 7 siècles plus tard, a voulu réduire à une doctrine assez figée. Et c'est en général aujourd'hui ce à quoi on se réfère lorsqu'on pense à la doctrine des tempéraments. Justement, les tempéraments, et Galien en donne une formulation, notamment dans son traité assez compliqué et assez complexe qui est en train d'être traduit, enfin qui est traduit désormais, que j'ai traduit avec une collègue Terpsichore-Birchler et à laquelle Anne-France Morand ici même a contribué, puisqu'elle a travaillé à l'édition de ce texte. C'est une édition qui n'est pas encore terminée, l'édition du texte grec. On voit
ici que c'est surtout le premier part qui nous intéressera. Il y a 9 sortes différentes de tempéraments, 4 humeurs. Comment peut-on décider de 9? Vous voyez que ça devient tout de suite assez compliqué. Il y a un tempérament qui est l'idéal, c'est un mélange. Là, il faut comprendre tempérament comme un mélange, crassisme. Un tempérament bien tempéré, c'est celui dans lequel, à vous voir comme ça, je dirais que vous êtes tous à peu près d'un tempérament idéal, c'est-à-dire vous avez un équilibre entre bile noire, bile jaune, flegme et sang qui est parfait, vous êtes tous en bonne santé. Ça, c'est le principe du tempérament idéal. Je dis ça, je me suis un peu avancé parce que Galien dit que ce tempérament en réalité n'existe pas. On est toujours un tout petit peu sous influence de l'un ou de l'autre. Et ceci a à voir avec le fait que ce chiffre 4 dont je vous ai parlé, et qui est une des raisons pour lesquelles Galien privilégiera ces 4 humeurs-là et pas d'autres, c'est qu'elles s'accordent très bien avec un système qui est celui de la physique aristotélicienne, des qualités sec, chaud, froid et humide, et les paires secs et humides et froid et chaud peuvent s'accorder, chaque humeur en question étant un mélange parfait des qualités premières aristotéliciennes, la bile jaune étant sec et chaude, le flegme étant froid et sec, la bile froid et humide, pardon, la bile noire étant froide et sèche, et le sang étant chaud et humide. Voilà, vous avez donc les 4 qualités mélangées parfaitement par couple entre l'un et l'autre. Du coup, la personne qui est détentrice de ces différentes qualités ne sera jamais, à moins qu'elle acquiert ce tempérament idéal qui n'existe pas dans la réalité, ce 9e tempérament, vous aurez 4 simples. Eh bien voilà un tempérament où vous êtes humide. Pour le reste, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que humide, mais vous avez de l'humidité, vous avez tendance à l'humidité, autrement dit, vous aurez une prédominance d'une ou deux des 4 humeurs qui sont humides. Sèche, froide et chaude. Donc, autrement dit, je révise mon premier diagnostic. Sans doute parmi vous, il y aura 4 types de tempéraments, l'un étant davantage humide, sec, etc., en fonction de la prédominance, mais néanmoins dans une santé relative. Là, vous voyez aussi, là, on arrive à déjà articuler ça à une pensée médicale. Vous êtes dans une santé relative, à savoir que si vous êtes plutôt humide, vous irez bien, sauf qu'à certains moments, vous aurez tendance à développer des pathologies typiques du tempérament humide. Et pour compliquer encore la chose, vous pouvez, dans un deuxième cas de figure, une deuxième hiérarchie, être non seulement humide, mais vous pouvez être humide et chaud. Au lieu d'être simplement humide et chaud, froid et sec, bien tempéré, vous pouvez humide et chaud. Donc, tempérament, là de nouveau un peu plus fragile en quelque sorte, puisque vous êtes, à la fois vous avez les caractéristiques du tempérament qui sont les vôtres et qui vous donnent vos qualités, mais vous risquez davantage que si vous n'avez qu'un tempérament simple, d'être atteint par une série de déséquilibres. Voilà donc la doctrine résumée ici dans un chapitre très bref, mais qui donne une idée de la complexité et aussi d'articulation médicale. Alors, que va faire Galien? Il va, je vais peut-être aller un peu plus rapidement sur cette partie-là qui, bien qu'elle soit extrêmement intéressante du point de vue philosophique, où il nous décrit que voilà, cette doctrine-là permet en particulier de définir ce que c'est que le meilleur des humains possible. Hein. C'est l'homme bien en chair qui tient le milieu entre la sécheresse, l'humidité, la chaleur et la froidure. Voilà. Un tel corps est également, je cite ici, le mieux disposé quant à ses fonctions. Il occupe le juste milieu entre la dureté, la mollesse, la chaleur et la froideur. Vous voyez que sur ce système des 4 qualités se développe toute une série de qualités supplémentaires, le dur, le froid, le chaud, le mou, etc. Et cela permettra, et nous arrivons ici dans une autre série, cela permettra de concevoir l'homme lui-même comme un mélange en soi, en fonction de ses différents organes, de tempéraments singuliers. Puisque, de toute évidence, si je prends vos cheveux, ils n'auront pas le même tempérament que votre peau. Votre foie n'aura pas le même tempérament que votre intestin, votre
cerveau n'aura pas le même tempérament. Donc l'homme en soi, la nature de l'homme, c'est une chose, mais à l'intérieur de cette nature, il y a des autres petites natures, lesquelles doivent aussi entrer en équilibre les unes par rapport aux autres dans la doctrine médicale. Donc, vous voyez tout de suite que ça devient compliqué. Et Galien, entre autres, et cela figera en quelque sorte cette doctrine pour les siècles, voire les millénaires à venir, à partir du IIe siècle donc, de notre ère. La peau, c'est le juste milieu entre la dureté, la mollesse, la chaleur et la froideur. Donc vous avez quelque chose en vous qui représente exactement ce qui serait l'idéal du tempérament. Et la peau, spécialement celle de l'intérieur de la main, lorsqu'elle n'a pas quelques callosités, comme il en survient souvent lorsqu'on rame et qu'on sarcle. Je ne sais pas si vous ramez ou vous sarclez souvent, mais l'homme de meilleure qualité, vous voyez que là il y a des applications qui sont liées d'ailleurs à une réflexion qu'on peut avoir sur la sociologie de la société romaine du IIe siècle après Jésus-Christ et sur la hiérarchie des occupations. Mais je n'entre pas dans ce genre de détails. Sinon, pour passer de nouveau à une citation très longue, elle est trop longue pour qu'on la commente ici, mais ça vous indique ici la complexité, si vous la lisez tranquillement ou en partie pendant que je brode sur cette citation, ça indique la complexité possible de cette doctrine, qui est devenue une doctrine des tempéraments, à l'intérieur du corps. Au fond, ça nous donne un usage possible pour un médecin de ce corps. Vous voyez qu'il nous parle de la peau comme milieu de toutes les parties de l'homme. Ensuite, de quoi on peut comparer la peau avec les nerfs, lesquels sont dépourvus de sang, et donc ils sont davantage secs et froids que la peau, etc. Donc à l'intérieur même de votre constitution, vous avez une sorte de hiérarchie possible et efficace pour décrire un fonctionnement normal, ou quel est l'organe qui doit avoir le dessus sur les autres, ou comment peut se réaliser cet difficile équilibre entre les différents organes dotés chacun d'un tempérament particulier. Le poil est très froid et très sec, le cartilage est moins sec, les nerfs mous, etc. Tout cela nous organise un corps en fonction de ses différentes qualités, si vous voulez. Donc, je m'excuse de passer rapidement sur cette très longue citation. Vous en avez, j'espère, juste un petit aperçu, c'était l'intention. Et tout ceci nous indique aussi, enfin nous montre le raisonnement ou la possibilité de développer ce système, en tout cas la façon dont le fait Galien, non seulement articuler ces différents tempéraments les uns par rapport aux autres, les petits mondes, c'est des sortes de petites monades internes que sont les organes par rapport au corps, mais aussi comment articuler le corps à l'âme, et c'est là où ça devient encore plus intéressant et encore plus compliqué. Dans un autre traité que nous avons traduit à l'époque avec Anne-France Morand d'ailleurs, que les facultés de l'âme suivent les tempéraments du corps, c'est un traité tardif de la longue carrière de Galien. Galien montre qu'en fonction, le titre est suffisamment clair, les qualités de l'âme suivent les tempéraments du corps, donc en fonction de la façon dont vous êtes tempéré, mélangé, eh bien vous aurez une âme qui est de telle ou telle façon. Donc vous pouvez, au fond, en tant que médecin, agir sur le corps et l'âme en fonction notamment de votre connaissance et votre capacité de percevoir le tempérament dans toute sa complexité. Par exemple, l'homme idéal, justement, aura les qualités, y compris les vertus quasi morales, en tout cas les vertus psychiques, on dirait aujourd'hui, et les types de comportements parfaitement équilibrés. Vous avez donc là la possibilité, avec cette théorie du tempérament, poussée, je dirais, à sa radicalité, d'articuler un homme biologique à un homme psychologique et un homme social aussi. L'homme qui boit et mange avec mesure, qui digère bien les nourritures, qui a toute la constitution de son corps qui est bien, il bougera, le mouvement de ses membres sera harmonieux, ses sens fonctionneront bien, son teint sera beau, son souffle libre, il n'est ni somnolent ni insomniaque, ni glabre ni poilu, bref, par ailleurs, vous voyez pointer ici le développement aussi, la possibilité d'une physiognomonie. Puisque celui qui a la peau foncée, celui qui a la peau blanche, le poil plutôt roux que noir, adulte le contraire, bref. Et on s'aperçoit assez vite que Galien décrit quelque chose qui est de l'ordre, et cela, il y aura une longue postérité de
ces tempéraments, de cette doctrine des tempéraments, développée en caractériologie, développée en raciologie, pour ainsi dire. Et vous avez là, chez Galien, le développement d'une théorie sur les races et les différents tempéraments. Ces races, les Arabes, les Thraces, les Scythes, les Celtes, les Germains. Vous avez par exemple la race des Thraces et des Scythes. Je pense que les personnes habitant dans le nord, donc ici au Canada, on y serait là, puisqu'il fait froid. La peau est froide et humide et c'est pourquoi elle est molle, blanche et glabre. Vérifiez par vous-même si ça marche. Chez les Éthiopiens et les Arabes, donc les Africains, ainsi que tous les habitants du Midi, je ne parle pas du Midi de la France, ça c'est du Midi. La nature de la peau, entièrement brûlée sous l'effet, etc., est dure, sèche et noire, au corps entier, n'a que très petite part de chaleur naturelle, mais elle-même chaud d'un chaud étranger et acquis. Bref, je ne commente pas non plus au-delà ce genre de développement qui sont extrêmement intéressants parce que c'est uniquement pour vous montrer l'extraordinaire complexité que cette théorie qui semblait très simple au départ, 4 humeurs, un mélange, tout va bien. Vous voyez à quel point les développements peuvent surgir et les développements n'ont pas manqué, hein, n'est-ce pas? À partir de là, on trouve ça déjà dans le corpus hippocratique, quelques allusions au rapport entre l'homme et son environnement, dans un traité fameux qui s'appelle Air au lieu d'ailleurs. Mais à partir de Galien et au-delà, dans la médecine arabe, qui reprendra l'héritage de Galien sous la forme de traduction, de commentaires et avec un nom que vous connaissez tous, Avicenne, mais bien d'autres encore, qui traduiront ou qui profiteront de traduction de traités grecs vers le syriaque, avec des passages compliqués, vers l'arabe, retraduit en syriaque, enfin avec tout un... Alors là, j'ai des spécialistes de la question, je ne vais pas m'avancer trop, mais enfin j'ai juste compris que c'était extraordinairement compliqué avec des allers-retours, et l'établissement d'un corpus galénique, hippocratico-galénique, relu par les Arabes, si vous voulez, avec des développements extraordinairement complexes, notamment dans le rapport de l'homme et de son environnement. Et ça permet, cette doctrine des tempéraments, de réfléchir au fait qu'à certaines localisations sur la surface de cette terre, les endroits chauds et brûlés, on aura des tempéraments un peu brûlés, comme les Éthiopiens ou les Arabes. Dans les endroits froids et humides, comme chez les Thraces ou les Scythes, ou les Germains, eh bien, on aura tel autre type de tempérament plus favorable. Donc, une articulation complexe dont le médecin qui lit tous ces traités, il faut l'imaginer, le médecin face à cette complexité, il dit qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, ça l'aidera en quelque sorte ou ça le fera réagir. Hein. Voilà, j'ai en face de moi un patient qui se plaint de telle douleur. Je vais vous montrer quelques exemples tout de suite, plus tardifs que ceux dont je vous parle, mais enfin pour montrer la postérité et l'extraordinaire endurance et longévité de cette théorie, parce qu'elle fonctionne très bien d'une certaine façon, elle permet de fonctionner du moins très bien. Eh bien, un médecin devant un patient aura la possibilité de juger de sa peau, de ses organes internes par les apparences extérieures, de l'interroger sur l'endroit où il vit habituellement, sur ses habitudes, et tout cela pourra composer en quelque sorte le puzzle de l'ensemble de ces données qu'il recueillera dans sa clinique, eh bien, lui permettra de se faire une idée complexe du tempérament de la personne et ensuite de l'accorder au traitement. Puisque le traitement, là aussi, découle de tout cela, n'est-ce pas? Quelqu'un qui, au bout du compte, vous avez réussi à déterminer chez quelqu'un qu'il est dans une saison sèche, l'été, mais qu'il est d'un tempérament trop humide, et qu'il y a donc conflit entre son tempérament et la saison, et que par ailleurs, il est dans un âge jeune, où on a tendance à être humide, alors que les vieillards sont plutôt secs. Il y a aussi une évolution du tempérament dans la vie, et que ses habitudes de vie font qu'il mange tel ou tel type d'aliments à tendance trop humide, par exemple, eh bien, pourra déduire une thérapeutique qui consistera à dire, eh bien, je vous recommande d'arrêter de manger des aliments humides et plutôt de vous nourrir du contraire, qui permettra de rééquilibrer la balance. Hein, parce que tout, au bout du compte, est une affaire de balance, d'équilibre, de rétablir dans cet équilibre instable, d'établir quelque chose qui fonctionne au moment donné. Donc la possibilité d'une clinique extraordinairement sophistiquée, j'entends par clinique l'ensemble de la récolte des enseignements et de l'examen du patient et de son environnement,
et d'une thérapeutique, elle aussi, extraordinairement sophistiquée, puisque vous pourrez lui recommander du mouvement ou du repos, telle ou telle nourriture, telle ou telle activité, telle ou telle, jusqu'aux lectures, hein, dans certaines seront perçues comme trop humides, trop sèches, enfin vous avez la possibilité au fond d'organiser l'ensemble de la vie interne et externe du patient que vous avez en face de vous comme médecin, en fonction de votre diagnostic. Chose que la médecine contemporaine a évidemment entièrement perdue. J'ai aucune nostalgie personnelle pour cette médecine-là, hein. C'est pas que je veuille la réhabiliter, mais je constate son extraordinaire efficacité de ce point de vue-là. A-t-elle ou non guéri les maladies, tel n'est pas le propos, elle a été d'une extraordinaire efficacité symbolique, mais aussi physiologique au sens large, et culturelle et sociale, cette médecine-là. Je pense que ça explique son extraordinaire longévité aussi. Cette médecine dont je vous ai juste donné un aperçu de la complexité, elle dure, en tout cas dans nos contrées, je veux dire en Europe, dans la bonne vieille Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle elle est rapidement, elle s'écroule de façon assez rapide, en tout cas dans la pratique de la médecine savante occidentale, remplacée par d'autres conceptions localistes, solidistes, ce qu'on appelle le paradigme anatomo-pathologique. Je signale en passant qu'un historien de la médecine qui est à Montréal, Autemarquet, là, est un des spécialistes les plus éminents de ce tournant, de l'émergence de cette autre médecine qui succédera à la médecine humorale et à la doctrine des tempéraments. Mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, elle demeure un des paradigmes. Et du coup, elle a influencé notre façon de lire les anciens aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que tout au long, les historiens de la médecine sont restés fascinés par ce premier texte de la nature de l'homme en lui assignant une origine. Mais vous voyez un peu l'origine légendaire, au fond, en tout cas reconstruite. Ici, vous avez un exemple d'une de ces consultations dont Paul Hubert Poirier a parlé tout à l'heure et dont je me suis occupé, d'un patient écrivant à Tissot. Et vous voyez que cette doctrine des tempéraments, grâce à cet exemple, eh bien, elle est présente dans le public lettré, je dirais. On écrit à ce médecin, comme on écrit d'ailleurs à beaucoup d'autres médecins à l'époque. Nous avons eu la chance à Lausanne d'avoir en dépôt aux archives l'ensemble des lettres, il y en a des milliers, que ce médecin a reçues de toute l'Europe. Il était extraordinairement célèbre à l'époque. Sa célébrité était conçue sur le fait qu'il était perçu comme le grand spécialiste de l'épistolarité, de la consultation épistolaire. Et vous avez, c'est un résumé que nous avons fait sur notre base de données. Nous avons étudié l'ensemble de cette correspondance et nous constatons, là j'ai pris un seul exemple, que la doctrine du tempérament imprègne l'ensemble de la négociation thérapeutique entre le médecin et son patient, le patient et son médecin. C'est des patients qui savent écrire, c'est des patients qui sont lettrés, qui sont de la bonne société et qui se payent aussi une consultation épistolaire, donc ce n'est pas nécessairement représentatif de toute la société du XVIIIe siècle, mais ça montre la pérennité et l'efficacité de cette doctrine du tempérament. Donc voilà un noble, M. de Virieux, qui a des coliques de foie, c'est comme ça qu'il est décrit. Il a suivi ses traitements avec exactitude, il se sent à merveille. Nous sommes vraiment dans la médecine au ras des pâquerettes. Le régime alimentaire, les bains, les petits laits, les eaux minérales l'ont débarrassé de ces maux, mais il a encore des symptômes qui l'inquiètent au niveau de la tête. Il fait beaucoup d'exercices à pied, à cheval. Il a remarqué que cela les augmentait considérablement. Et voici une citation. « J'ai imaginé que ce qui pourrait me procurer cette incommodité, ce pourrait fort bien être que j'ai été sujet à avoir des hémorroïdes qui fluoient, qui coulaient plus ou moins assez périodiquement. Elles ont cessé depuis 4 à 5 ans et depuis ça, j'ai un mot de tête. » Alors si je me tiens là, qu'est-ce que ça signifie? Vous repensez au modèle galénique, des humeurs en excès, des hémorroïdes qui coulaient bien, donc ça coulait. Lorsqu'elles cessent, il y a une rétention de quelque chose, un fluide en excès, peut-être un sang mélangé de bile noire, et du coup, ça se répercute et il y a un engorgement quelque part.
mon tempérament, ma doctrine des tempéraments me dit que s'il y a un excès ou une insuffisance ou une ségrégation quelque part, ça crée un déséquilibre, ça crée la maladie, et voilà la maladie. J'ai mal à la tête, ces maux de tête qui me font craindre une apoplexie. Donc vous voyez l'efficacité, je dirais pas seulement symbolique, mais expérientielle ou existentielle de cette doctrine pour ce patient qui s'explique très bien. Enfin voilà, depuis que j'ai plus mes hémorroïdes, je comprends ça très bien, donc voilà ce qu'il en est, je vous demande conseil. D'ailleurs, mon tempérament, je suis bilieux plutôt que sanguin. Il dit tout ça au docteur, sachant que le docteur, qui n'est pas en sa présence et qui ne pourra pas être sûr du diagnostic de bilieux plutôt que sanguin, pourra s'aider de cela pour lui donner des bons conseils, puisqu'il il vomit la moitié, il y a toute cette conception du corps comme un ensemble de fluides, de rétention, d'engorgement. Vous voyez donc la possibilité d'une clinique qui sera, à mon avis, très efficace. J'étais pas là pour vérifier si, à la suite du traitement, dont j'ignore tout, puisque nous avons la correspondance des patients vers Tissot, nous n'avons pas le retour, ou presque tout, parce que de temps en temps, Tissot était très bref, il disait purge, prendre du thé, ou manger de la viande chaude, ou je ne sais pas quoi, enfin c'était des indications très très brèves, un peu comme les médecins aujourd'hui sur leur ordonnance. Donc c'est sans doute qu'il aura dit faire une saignée à l'endroit de l'anus pour réouvrir ses hémorroïdes, pour écouler, ou sans doute des choses de cet ordre-là. Eh bien, le patient, là en l'occurrence, s'en sera certainement senti mieux, au sens où il aura eu une réponse à sa question. Et voici le genre de lettre pour vous montrer que, alors, ici, mes hémorroïdes paraissaient revenir, et il raconte un tout petit peu sa vie et sa symptomatologie. Si on arrive à lire cela, non pas comme une sorte d'élucubration fantasmagorique, mais comme relevant d'une très longue histoire et d'un schéma et d'une conception et d'une expérience du corps qui est celle du corps liée à la doctrine du tempérament, tout cela prend place dans une logique assez ordonnée. Dernier chapitre de cette conférence, donc je vous ai montré là une très longue continuité à partir d'origines mythiques ou d'une élaboration complexe, d'une sorte de canonisation d'une doctrine qui deviendra extrêmement influente à partir de Galien et au-delà, puisque ça deviendra la doctrine officielle de la médecine savante, arabe, je n'ai pas parlé de la médecine médiévale occidentale, et reprise par des grands noms de la médecine jusqu'au XVIIIe siècle, qui constituera un des fondements possibles de l'action thérapeutique. Le Dr Tissot en est un des meilleurs exemples, en tout cas ceux qu'on peut documenter dans la pratique. Hein, j'insiste sur le fait que ces doctrines-là, c'est du texte, c'est sur du papier, c'est très ancien, mais c'est aussi dans la vie, c'est dans le corps des gens. Je ne pense pas qu'on puisse dissocier la doctrine de la pratique, et qu'on puisse dire il y a une théorie médicale et une pratique. Elles sont articulées, et le travail du lycéen de la médecine consiste à tenter de les articuler. On n'a pas toujours les documents qu'il faut pour le faire, mais c'est en tout cas comme ça qu'il faut tenter de reconstruire en quelque sorte l'expérience aussi concrète, expérientielle, et non pas uniquement la logique pure, formelle, je dirais, sur le papier. Lorsqu'on parle de corps, c'est bien de cela dont il s'agit, même si c'est un corps qui paraît très désincarné, comme dans la théorie. Cette doctrine-là, et cette médecine hippocratico-galénique, elle s'est arrêtée en Occident, elle a continué ailleurs, elle a continué dans une tradition qu'on appelle maintenant la médecine Unani médecine. Vous voyez qu'en 1912, vous pouvez entrer dans une faculté de médecine Unani à Bangalore, en Inde. C'est une médecine qui continue de se réclamer, bien elle est réémergée au XIXe siècle au Pakistan, et donc dans les colonies anglaises, et en Inde, mais sur l'ensemble de la zone d'influence de l'islamisme et je dirais de la civilisation arabe, en tout cas dans son extension médiévale. On en a donc des traces jusqu'à aujourd'hui, donc une médecine officielle, reconnue officiellement, qui est fondée, elle, sur l'ensemble des tempéraments. Et vous avez
Ici, un autre exemple de cette médecine des tempéraments qui se continue. Nous avons eu l'occasion de l'observer avec quelques collègues et nous sommes en train de publier un livre qui est le recueil des vertus de la médecine ancienne, que nous avons traduit ou fait traduire. Je ne connais rien en arabe, donc c'est plutôt par mes collègues qui s'y connaissent un peu mieux que moi. Une traduction en français d'un praticien que j'ai pu rencontrer d'ailleurs et que un autre de mes collègues, Bertrand Gras, sur lequel il a longuement enquêté. Alors là, on n'est plus du tout au Pakistan, mais on est dans l'autre extrême de la zone d'influence dont je vous parlais, à savoir la Mauritanie. Et vous avez ici un extrait de cette traduction que nous sommes en train de commenter et que nous allons publier aussi. Et vous voyez que c'est une médecine qui continue à avoir son efficacité. L'homme... Alors là, il y a une sorte de réflexion sur la nature de l'homme. On est au fond sur une sorte d'Hippocrate contemporain qui réfléchit sur la nature de l'homme et des différents âges. Et vous voyez qu'entre 40 et 60 ans, vous êtes froid et sec. Et la vieillesse, vous êtes... je vous annonce que c'est l'étape du déclin physique et psychologique. Soyons avertis. Et c'est le froid et humide qui occupe le corps. Ça, c'est une théorie, je dirais, divergente par rapport à Galien qui prétend que c'est froid et sec. Enfin là, il y a des doctrines d'école, si vous voulez, des combats d'école. Et les régimes alimentaires, etc. Donc, en l'occurrence, ce traité-là est une longue liste de tout ce qu'il est possible de faire en fonction, par exemple, des âges de la vie lorsque vous traitez quelqu'un. Alors, comme on est en Mauritanie, vous aurez une surabondance de régimes à base de dattes, qui est, comme vous le savez, sec. Hein, c'est chaud et sec et c'est contre les maladies humides. Et vous avez une possibilité de déclinaison des dattes, mais aussi du lait de chèvre, du lait de dromadaire, de la viande d'agneau et de tous les ingrédients locaux, toute la pharmacopée aussi qui est développée pour, au fond, qui est une suite, cette fois-ci vraiment, on va dire, sans rupture, bien qu'ayant évolué, depuis l'âge dont je vous parlais au début, à savoir il y a à peu près 2000 ans. Et vous avez ici ce médecin et sa sœur qui sont en consultation dans la banlieue de Nouakchott. Et ici, mon collègue Bertrand Gras a relevé une consultation. Un premier patient, il a des douleurs lombaires de type sciatique. Et Mohamed Yeslem, qui fait partie de cette tribu des Oud Makari, où on se transmet ce savoir savant de père en fils, eh bien, il est en train de former ses deux neveux. Il leur dit de quel tempérament est-il. Il est de tempérament chaud-sec. Son excès de bile jaune explique son mal. Nous allons le traiter avec des médicaments de type froid pour établir l'équilibre. Là, vous avez la consultation quotidienne d'un médecin savant, d'une tradition lettrée. Il écrit un livre entier là-dessus au début du XXIe siècle. Hein. Voilà, je vous ai parlé de rupture. Ici, je termine parce que c'est intéressant, c'est assez poétique. Moi, ça me transporte un peu, ça me fait rêver, cette continuité à travers les âges. Donc, je termine aussi par les aspects de continuité dans cette doctrine médicale des tempéraments. Et je vous remercie de votre attention.